Alors, on va étudier ici l'application au champ newtonien et notamment donc à tout ce qui est mouvement de planète autour du Soleil ou mouvement satellite autour de la Terre. Donc ce sera l'application de ce qu'on a vu sur les champs de force de façon générale. Donc on va garder bien sûr l'idée de la vitesse aérolaire qui est constante, le mouvement qui est plan, donc et le moment cinétique qui est une constante, donc chose qu'on a vue précédemment dans le chapitre, dans la vidéo précédente. Alors, un champ newtonien, c'est donc un champ de force qui va s'écrire sous la forme moins k étant une constante qui peut être positive ou négative, sur r carré, UR, en coordonnées sphériques. Donc c'est bien une force centrale puisqu'elle va passer systématiquement par l'origine O du repère. Donc le mouvement sera dit keplérien si on étudie le mouvement d'un système soumis à cette force dans un référentiel galiléen. L'énergie potentielle va alors s'écrire moins K sur R plus une constante qu'on choisira nulle par la suite. Alors, exemple, on a la force électrostatique donc entre deux charges. On a donc une charge Q M en M, une charge QP en P. La charge QP exerce une force sur la charge QM qui est dirigée, alors le sens dépend du signe des charges, mais qui est dirigée suivant la direction PM, donc avec une force F ici, qui va s'écrire donc la force F exercée par P sur M, QM QP sur 4pi epsilon 0, PM carré, UPM. Donc, si on choisit les systèmes de coordonnées sphériques avec P qui est O, en coordonnées sphériques, cette force va s'écrire donc Q, MQ, du coup je vais appeler QO, sur 4pi epsilon 0, R carré UR, qui est bien de la forme donnée. Et cette force dérive d'une énergie potentielle qui va s'écrire QMQO sur 4pi epsilon 0, R. Donc ici, dans cet exemple, on a une force du type qu'on a donné avec K qui sera positif si les charges sont opposées et négatif si les charges sont de même signe. Donc, autre exemple, l'interaction gravitationnelle. Donc, où on a cette fois-ci, donc, alors je vais prendre ici une masse MO. J'ai le point M qui est là, avec une masse petit m, et la force est une force attractive, ici, donc grand F, avec grand F, donc la force exercée par O sur M, qui va s'écrire, moins G, la constante de gravitation, fois la masse petit m fois MO sur petit r carré, UR, en coordonnées sphériques, toujours de centre O, avec UR donc qui est comme ceci. Et donc l'énergie potentielle correspondante s'écrit moins G M MO sur petit r. Donc ici, le K est toujours positif. Ici, on a dit K négatif si QM Q0 positif, c'est-à-dire même signe, et, négatif, et positif dans le cas inverse. Donc, quelle est l'allure de l'énergie? Donc, on va utiliser les méthodes qu'on a vues dans la vidéo précédente, c'est-à-dire notamment l'énergie potentielle effective. Donc, l'énergie potentielle effective, on a dit dans ce cas-là que c'était l'énergie potentielle plus 1/2 de M de L0 carré, pardon, sur MR carré. Alors, petite remarque, ça, pour écrire ça, on a utilisé les coordonnées cylindriques. Et là, on vient de parler de coordonnées sphériques. Alors, juste une petite remarque qui n'est pas forcément immédiate, et c'est pour ça que je vous en parle ici. En coordonnées sphériques, donc le point M, il est là, et le R, c'est la distance OM, et UR, c'est ce vecteur-là. En coordonnées cylindriques, le petit r, donc ça, c'est les coordonnées sphériques. En coordonnées cylindriques,
on définit ici le projeté de M dans le plan OXY, et ça c'est petit r, donc des coordonnées cylindriques, et ça c'est le UR des coordonnées cylindriques, donc ce n'est pas la même chose. Alors pourquoi ici en fait on prend le même petit r dans les deux? Parce qu'on a dit tout à l'heure que, dans l'autre vidéo, que le mouvement ici était plan. Donc en fait on se place dans le plan OXY, c'est-à-dire le plan qui contient O. Et donc finalement mon point M il est toujours dans le plan horizontal. Et du coup si mon point M est dans le plan horizontal, vous voyez ici que le petit r des coordonnées sphériques et cylindriques est le même. Et donc ici cette fois-ci je refais le dessin. Hein. Donc si mon point M est systématiquement dans le plan XY, puisqu'on avait dit que le moment cinétique était un vecteur constant, était comme ça. Hein. Donc du coup, mon point M reste dans le plan XY, et du coup, les coordonnées, que ce soit les coordonnées cylindriques ou sphériques, la distance OM, c'est le petit r, et le vecteur UR ici, c'est le même pour les deux. Hein. C'est le vecteur OM qui est aussi le vecteur, la projection du vecteur OM. Voilà, donc c'était un aparté, mais je pense utile, parce qu'on ne le dit pas toujours et qu'on a du mal du coup à comprendre pourquoi une fois c'est en sphérique, une fois c'est en cylindrique. Donc ici notre énergie potentielle. Alors il y a deux cas possibles avec l'énergie potentielle effective. Si K est négatif, alors si K est négatif, on va avoir une courbe qui a l'allure suivante. Ça va nous faire quelque chose comme ça, avec le EP effectif en fonction de R. Alors pourquoi cette allure-là? Donc on dit K négatif, hein, c'est répulsif. Pourquoi ça, cette allure-là? Parce que quand R tend vers l'infini, du coup, dans le EP effectif, le terme prépondérant qui reste, c'est le moins K sur R. Alors que quand R tend vers 0, le terme prépondérant qui reste, c'est le terme en 1 sur R carré. Et donc, ça vous donne la forme des asymptotes, on varie EP effectif en 0 et en plus l'infini. Donc, c'est à cette allure-là. Alors, du coup, en fait, il n'y a qu'un cas possible. EM ne peut être que positif. Donc, positif. Donc, systématiquement, on a un état de diffusion, hein, comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, puisque on ne peut atteindre que des valeurs. On a une valeur d'approche limite ici, qui est des valeurs-là, et après on ne peut atteindre que les points de la courbe qui sont en dessous de l'énergie potentielle. Donc R va pouvoir tendre vers l'infini, et donc on a ce qu'on appelle un état de diffusion. Donc c'est ce qui arrive dans le cas, par exemple, de l'interaction gravitationnelle. Pardon. État de diffusion. Donc c'est ce qui est arrivé par K négatif, on l'a dit tout à l'heure, éventuellement dans le cas électrostatique, éventuellement, donc suivant la valeur des charges. Hein. Donc deuxième cas, si maintenant K est positif, donc justement là c'est le cas de l'interaction gravitationnelle, si K est positif, on va avoir, donc c'est une force attractive, on va avoir une énergie potentielle effective qui, cette fois-ci, donc à la même allure quand R tend vers 0, puisque c'est toujours un 1 sur R carré, c'est toujours ce terme-là, mais qui, quand R tend vers l'infini, cette fois-ci, ça va nous faire une partie qui est négative, donc qui va arriver comme ça. Donc en fait, il y a forcément un moment donné où on a un minimum, là, ici, donc une valeur minimale d'énergie potentielle effective. Et donc du coup, on va avoir plusieurs cas possibles, comme on l'avait vu précédemment. Si on a une énergie mécanique qui est positive, on aura un état de diffusion, comme précédemment. Si on a une énergie mécanique négative, on va avoir un état lié, hein, donc énergie mécanique, un état lié, puisqu'on va avoir, et donc du coup ici, un mouvement borné, entre deux valeurs possibles. Et à la limite, on peut bien sûr avoir la trajectoire circulaire si on a une énergie mécanique qui vaut juste cette valeur-là.
Hein, donc, on aura une trajectoire circulaire. Donc aussi un étalier, bien sûr. Donc, voici les différents cas possibles. Finalement, à retenir, hein, l'énergie mécanique positive, c'est un état de diffusion. Énergie mécanique négative, on va avoir un étalier. Alors, on va revoir les lois de Kepler. Donc, les lois de Kepler sont les lois suivantes. Donc, c'est pour, bien sûr, l'attraction gravitaire. Alors, elles sont au départ pour déterminer le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, l'idée, c'est que on se place dans le référentiel de Kepler avec, c'est-à-dire le référentiel héliocentrique, donc où le centre, c'est le centre d'inertie du Soleil, et donc les axes sont dirigés vers 3 étoiles fixes. Alors la première loi dit que chaque planète décrit comme trajectoire une trajectoire elliptique dont le Soleil est un foyer, donc dans le référentiel qu'on a indiqué. La deuxième loi, c'est la loi des airs, en fait, qui dit que l'air balayé par le rayon vecteur planète-Soleil est proportionnel pour le parcourir, la parcourir. Hein, donc c'est finalement dire que la vitesse aérolaire est constante. Et 3, si on appelle T la période de révolution de la planète, si on appelle A le demi-grand axe de l'ellipse, donc qui correspond à la trajectoire, on a T2 sur A3 qui est une constante pour toutes les planètes du système solaire. C'est-à-dire que c'est la même valeur pour toutes les planètes du système solaire. Donc voilà, c'est 3 lois pour l'étude du mouvement des planètes par rapport au Soleil. Alors remarque, on a exactement la même chose pour les satellites, mouvement des satellites autour de la Terre. Donc cette fois-ci, il faut se placer dans le référentiel géocentrique où le centre est le centre d'inertie de la Terre et donc les axes sont des axes dirigés vers 3 étoiles fixes. Et on a donc exactement les mêmes propriétés en remplaçant la planète par le satellite et le Soleil par la Terre. Alors, on demande dans le programme d'étudier plus spécifiquement le cas des trajectoires circulaires. Donc, juste petite remarque sur les trajectoires elliptiques. Donc, une ellipse, le demi-grand axe. Donc, ça, c'est le grand axe. Donc, le demi-grand axe, c'est cette longueur-là. Le petit axe, c'est ça, c'est cette valeur-là. Donc, le demi-grand axe, c'est A. Et le foyer, donc, ça va être le Soleil. Donc, ici, le Soleil qui est là. Et donc, la Terre qui se déplace ici sur la trajectoire qu'on a donnée. Alors, quelle est la trajectoire circulaire? Il faut savoir faire plusieurs choses. Il faut savoir donc remontrer les choses qu'on a déjà montrées dans la vidéo précédente. Et puis déterminer la vitesse de la satellite. Donc, puisque là, on va prendre un satellite terrestre. Donc, la vitesse du satellite terrestre. Et retrouver la loi T2 sur A cube égale constante. Donc, à partir de ce cas circulaire. Donc, on va supposer qu'on a un satellite qui est en mouvement circulaire autour de la Terre. Alors, bien sûr, je ne refais pas le début, c'est-à-dire qu'il est soumis à la force de gravitation terrestre, et donc, qui est une force centrale. Donc, on montre que le moment cinétique par rapport au centre de la Terre, donc ici O, c'est le centre de la Terre. On montre que le moment cinétique est
qui s'écrit m θ point uz est un vecteur constant. Donc on en déduit que le mouvement est plan. Ça on l'avait déjà fait tout à l'heure, hein, dans le plan XY. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on suppose ici que le satellite est en mouvement circulaire. Donc on va appeler grand R le rayon du cercle. Le satellite, il est ici, c'est le point M. Donc si je calcule alors on avait montré, oui pardon, en reprenant cette chose-là, on avait montré aussi que du coup, si petit r égale grand R constante ici, puisqu'on a un mouvement circulaire, on en déduit donc, puisque r carré θ point est une constante, que θ point est donc une constante. Donc c'est ce qu'on avait expliqué, hein, quand le mouvement est circulaire, il est forcément circulaire uniforme. Donc du coup, si je calcule la période de révolution, puisque la vitesse est constante, donc on va avoir la vitesse qui s'écrit rθ point en norme, hein, qui est une constante. Donc, puisque la vitesse est constante, on en déduit que pour faire un tour, la distance parcourue c'est 2πr, et puisque la vitesse est constante, le temps mis pour faire pour parcourir cette longueur, c'est 2πr sur v. Donc, je cherche la vitesse v. Alors, pour faire ceci, simplement écrire le PFD à la masse grand M. Dans le référentiel, donc, on a dit géocentrique, qu'on suppose galiléen. Et donc, je vais écrire les seules actions, donc c'est la force de gravitation terrestre. Donc, je vais écrire que la masse de mon satellite fois son accélération, dans le référentiel où on est, c'est moins g fois sa masse, donc la masse de la Terre sur grand R carré. Donc ce que j'ai appelé grand R, hein, c'est la distance de O à M, c'est pas le rayon de la Terre, hein, donc c'est le rayon de la Terre plus l'altitude, suivant UR. Alors comme on avait la vitesse qui s'écrivait rθ point uθ avec rθ point constant, j'en déduis que l'accélération va s'écrire rθ point fois la dérivée de uθ par rapport à t, c'est-à-dire moins θ point ur, donc ça va faire moins rθ point carré ur. Et donc je peux réécrire ça aussi, puisqu'on a dit que v c'est rθ point, θ v sur r, donc ça va faire moins r fois v carré sur r suivant ur, sur r carré, pardon, donc ça va faire moins v carré sur r ur. Donc du coup, si je remets dans le PFD, ça me fait moins m v carré sur r ur, qui est égal à moins g m masse de la Terre sur r carré ur. Et j'en déduis que les m s'en allant, les moins aussi, il y a un r qui s'en va, les ur s'en vont. Et il reste v égale racine de g masse de la Terre sur grand R. Hein, donc je rappelle que R c'est OM ici, c'est-à-dire la distance du centre de la Terre à la position du satellite. Donc on a trouvé la vitesse du mouvement du satellite autour de la Terre. Et donc si on veut calculer la période, on a dit que c'était 2πr sur v. Donc on va trouver, alors je vais le mettre du coup au carré, je vais avoir t carré sur 4π2 r2 qui est égal à 1 sur v carré, c'est-à-dire à r sur g masse de la Terre. Et j'en déduis donc t2 sur r cube. Bon, ici c'est un mouvement circulaire, hein, donc l'ellipse est un cercle, donc le demi grand axe petit a, c'est en fait le rayon r du cercle. Et donc j'ai t2 sur r cube qui est égal à 4π2 sur g fois la masse de la Terre. Donc je retrouve que quel que soit le satellite, j'ai t2 sur donc la période au carré sur le rayon au cube, qui est une constante indépendante du satellite, puisque c'est 4π2 c'est une constante, g c'est une constante, et ça ne dépend que de la masse de la Terre. Donc quel que soit le satellite, on a le même terme t2 sur r cube, et donc on admet que cette expression reste valable même si le mouvement n'est pas circulaire, en remplaçant R. Donc si le mouvement n'est pas circulaire, on admet que ça marche en remplaçant grand R par petit a.
Alors, on doit aussi calculer l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, on avait dit qu'elle se conservait, hein, puisqu'on a dit qu'avec le théorème de l'énergie mécanique, delta EM, c'est le travail des forces non conservatives. Il n'y a qu'une force, elle est conservative, donc ça fait delta EM égale 0, donc EM égale constante. C'est égal à EC plus EP. EC, c'est donc un demi de mv carré moins E plus EP, c'est-à-dire GM, masse de la Terre, sur R. Avec l'expression qu'on vient de trouver pour V, on remplace, ça va nous faire un demi de M, GM, masse de la Terre sur R, donc moins GM, M de la Terre sur R, et du coup on voit qu'il nous reste moins GM, M de la Terre sur 2R. Donc première remarque, c'est négatif. Donc on trouve bien une énergie mécanique négative, ce qui est cohérent avec le fait que c'est... Donc qu'on a une trajectoire bornée, ce qu'on avait dit précédemment. Et donc on a trouvé l'expression de l'énergie mécanique dans ce cas-ci. Alors petite remarque, hein, généralisation dans le cas elliptique. Ce n'est pas une démonstration, hein, c'est juste une généralisation sans démonstration. Donc l'énergie mécanique s'écrira, en fait, vous reprenez la même expression, sauf qu'au lieu de mettre R, vous remplacez par le demi-grand axe de l'ellipse. Alors, il nous reste quelques petits cas particuliers à donner pour les satellites terrestres, toujours. Des définitions d'abord, donc ce qu'on appelle la vitesse cosmique de satellisation. Donc, c'est la vitesse à donner à un satellite donc, qui serait sur la Terre, donc sur l'orbite terrestre, pour le mettre en orbite. Donc on suppose que il est quasiment au niveau de la Terre, c'est-à-dire que R c'est quasiment RT, c'est une altitude très basse, hein, qui est quasiment RT. Donc la vitesse correspondante, on l'a exprimée tout à l'heure, c'était racine de G masse de la Terre sur R, donc ici sur RT. Et donc c'est ça la vitesse cosmique de satellisation. Donc elle vaut en gros 8 km par seconde. Ce qu'on appelle la vitesse cosmique de libération. Donc c'est la vitesse minimale que doit posséder le satellite à la surface de la Terre pour être mis en état de diffusion. Donc on sait qu'un état de diffusion correspond à une énergie mécanique qui est positive. Donc le cas limite, la vitesse minimale, sera pour EM égale 0. Donc on écrit l'expression de l'énergie mécanique. C'est 1 demi de mv, donc du coup cosmique de libération au carré, moins g m mt, on a dit qu'on était au niveau du sol, donc R égale RT, égale 0. Et en écrivant cette expression-là, vous trouvez VCL, et vous trouvez que VCL, en fait, il vaut racine de 2 fois VCS, c'est-à-dire de l'ordre de 11 km par seconde. Dernière chose, donc, ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. C'est un satellite donc qui est immobile par rapport au référentiel terrestre. C'est-à-dire que quand vous le voyez d'un point de la Terre, il vous semble toujours fixe par rapport à ce point. Donc les conditions, c'est qu'il soit dans le plan équatorial, donc il contient l'équateur, dans un plan équatorial. Il doit contenir bien sûr le point haut, hein, ce plan-là. Et l'altitude est déterminée donc, petit h, elle doit valoir 36 000 km. Donc l'idée c'est que j'ai la Terre ici, donc j'ai mon altitude, donc ça c'est R de la Terre, ça c'est H, l'altitude, ça c'est le satellite.
Hein. Pour qu'on voit toujours le point M au même endroit par rapport à la Terre, il faut qu'il tourne à la même vitesse que la Terre tourne sur elle-même. C'est-à-dire donc il faut qu'il ait une période de révolution de en gros un jour, hein, bon, à déterminer de façon précise, mais donc en gros 24 heures. Donc on écrit ça et on écrit que sa distance au point O, c'est RT plus H. Et en écrivant cette relation, on trouve la valeur donnée, hein, la valeur de H qui est déterminée. Donc à quoi ça sert? Ben, ça sert à avoir, ça sert notamment pour les satellites de communication, pour la télé et la radio, hein, pour pouvoir avoir une antenne qui est toujours positionnée dans la même direction chez vous, pour ne pas avoir à la bouger.